Shamaka est né dans la ville animée et vibrante de Lagos, où la vie était une lutte constante pour ceux qui n'avaient pas d'argent. Ses parents, Nkechi et Adebayo, étaient des travailleurs acharnés mais pauvres. Nkechi vendait des fruits au marché local, se réveillant avant l'aube pour obtenir les meilleurs emplacements pour vendre ses produits, tandis qu'Adebayo travaillait comme agent de sécurité dans un petit immeuble de bureau. Ils peinaient à joindre les deux bouts avec leurs efforts combinés et vivaient avec leurs 3 enfants dans un très petit appartement d'une chambre dans un quartier surpeuplé. Chiamaka était la plus jeune et la plus brillante des 3 enfants. Nkechi et Adebayo avaient de grands espoirs pour elle, croyant qu'elle pourrait réaliser ce qu'ils n'avaient jamais pu, une vie meilleure, loin de la pauvreté. Mais avec leurs revenus limités, ils ne pouvaient l'envoyer qu'à une école publique mal financée. Les salles de classe étaient surchargées et les enseignants surmenés. Malgré ces défis, Chiamaka était déterminée à tirer le meilleur parti de son éducation, s'accrochant au rêve d'échapper à la vie de difficultés qui entourait sa famille. À mesure que Chiamaka grandissait, ses rêves commençaient à s'estomper. Il semblait impossible de les réaliser sans argent. Le chemin vers une vie meilleure semblait bloqué à chaque étape. Après avoir terminé ses études, la possibilité de fréquenter l'université était un rêve inatteignable. Ses frères aînés travaillaient déjà pour aider à soutenir la famille, et maintenant, c'était au tour de Chiamaka. Avec peu d'options disponibles, elle prit un emploi de femme de ménage dans une grande demeure appartenant à un milliardaire nommé Tunde. Tunde était l'un des hommes les plus riches de Lagos, connu pour son vaste empire commercial et son style de vie extravagant. Il était marié à Ada, une femme belle et sophistiquée, admirée par beaucoup pour sa grâce et son élégance. Leur vie était un luxe lointain des luttes de personnes comme Chiamaka et sa famille. La demeure où travaillait Chiamaka symbolisait la richesse massive de Tunde, sols en marbre, lustres en or et œuvres d'art coûteuses. Chaque jour, en nettoyant la maison, Chiamaka ne pouvait s'empêcher de ressentir une lourde frustration. Le contraste entre la vie de Tunde et celle de Chiamaka était frappant. Alors que ses parents peinaient à mettre de la nourriture sur la table, Tunde et Ada vivaient dans le luxe, leurs moindres besoins satisfaits par une armée de domestiques. La rancœur de Chiamaka grandissait à mesure qu'elle continuait à arpenter la grande demeure. Elle voyait Ada assister à des événements glamour et des galas de charité, vêtue de vêtements de créateurs, menant une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Tunde, en revanche, passait souvent son temps à voyager pour affaires ou à recevoir des invités. Malgré son mariage avec Ada, Tunde était connue pour son comportement irresponsable, surtout en ce qui concerne les femmes. Ses liaisons étaient un secret de polichinelle, et il ne se gênait pas pour cacher ses affaires extra-conjugales. En nettoyant la maison de Tunde, Chiamaka commençait à imaginer ce que serait sa vie si elle avait la richesse de Tunde. Elle se voyait à la place d'Ada, vivant dans le luxe et le confort, loin de la pauvreté et des difficultés qui définissaient son existence. Plus Chiamaka pensait à cette vie, plus elle la désirait ardemment. Le désir de richesse et une vie meilleure pour sa famille devenait de plus en plus fort chaque jour. Sa rancœur se renforçait en voyant le comportement négligent de Tunde. Il rentrait souvent chez lui avec différentes femmes, agissant comme s'il n'avait pas de femme. Ada, souvent absente pour des œuvres de charité ou des événements sociaux, semblait inconsciente ou simplement indifférente à ses actions. Le contraste évident entre la vie de Tunde et celle de Chiamaka s'accumulait. Chiamaka rêvait d'échapper à ses propres difficultés et de fournir une meilleure vie à sa famille. Au fil des jours, son envie se transforma en une obsession dangereuse. Elle commença à planifier comment elle pourrait utiliser le comportement irresponsable de Tunde à son avantage. Une soirée, en nettoyant la chambre de Tunde, Chiamaka tomba sur un objet qui déclencha une idée terrifiante dans son esprit. Un préservatif usagé, jeté négligemment après l'une des nombreuses affaires de Tunde. Chiamaka réalisa que si elle pouvait tomber enceinte de l'enfant de Tunde, elle pourrait lui demander un soutien financier. La pensée était à la fois terrifiante et excitante. C'était risqué, mais la récompense potentielle était trop grande pour être ignorée. Chiamaka savait qu'elle avait besoin d'aide pour mettre son plan à exécution.
Alors elle se rendit chez un médecin qui pourrait l'assister. Cependant, le médecin lui dit que cela ne fonctionnerait que si elle acceptait de coucher avec lui. Chiamaka fut choquée, mais se sentit désespérée. Elle accepta et coucha avec le médecin, qui procéda à l'intervention. Quelques semaines après la procédure, Chiamaka découvrit qu'elle était enceinte. Elle ressentit un mélange de peur et d'excitation. C'était sa chance de changer sa vie. Elle confia la nouvelle à ses parents, Nkechi et Adebayo, qui furent d'abord en colère, surtout Adebayo, qui était déçu. Mais quand Chiamaka expliqua son plan pour obtenir un soutien financier de Tunde, afin qu'ils puissent vivre confortablement et oublier leur vie de difficulté, la colère de Adebayo se transforma en espoir. Nkechi était inquiète, mais voyait le potentiel d'une vie meilleure. Ils commencèrent à se concentrer sur les possibilités d'utiliser l'argent pour améliorer leur situation. Après que Chiamaka ait informé ses parents de sa grossesse, elle cessa soudainement d'aller travailler. Tunde remarqua son absence et tenta de l'appeler, mais son téléphone avait été éteint. Inquiet et confus, il ne savait pas où Chiamaka vivait. Incapable de la trouver, Tunde engagea une nouvelle femme de ménage pour la remplacer. Avec le temps, Tunde commença à oublier Chiamaka. Il s'absorba dans son travail et sa vie personnelle, mais il avait toujours un sentiment sous-jacent d'inquiétude. Son mariage avec Ada devenait de plus en plus problématique. Ils étaient mariés depuis des années, et malgré ses espoirs, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Ada semblait désintéressée par l'idée de fonder une famille, et était souvent absente en raison de ses voyages caritatifs. Les voyages constants d'Ada faisaient que Tunde se sentait encore plus isolée, et leur relation devenait de plus en plus froide et distante. Lorsque Ada était à la maison, elle était souvent distraite et peu engagée avec Tunde. Leurs conversations étaient courtes et manquaient de chaleur. Tunde sentait que leur relation devenait de plus en plus froide et distante. Il tenta de parler à Ada de l'idée d'avoir un enfant, mais elle répondait toujours par des promesses vagues et des excuses. Ses absences fréquentes et son manque d'intérêt pour la vie familiale ne faisaient qu'approfondir la frustration de Tunde. Il se sentait de plus en plus malheureux et insatisfait malgré sa richesse et son succès. Tunde commença à réfléchir davantage à sa vie personnelle et à son mariage. L'absence d'un enfant et les absences d'Ada le laissaient avec un sentiment de vide. Les fissures entre lui et sa femme s'élargissaient, rendant leur relation de plus en plus fragile. 9 mois plus tard, Chiamaka donna naissance à des jumeaux garçons. Elle ressentit un profond sentiment de triomphe, croyant qu'elle avait réussi. Elle expliqua que ces garçons étaient les enfants de Tunde et qu'ils hériteraient de sa richesse. Un après-midi, Tunde se détendait chez lui lorsque la sonnette retentit. Il répondit et trouva une femme se présentant comme Nkechi, la mère de Chiamaka. Nkechi semblait nerveuse mais déterminée à parler avec lui. Elle informa Tunde que Chiamaka avait donné naissance à ses enfants, 2 garçons. Au début, Tunde ne pouvait pas croire ce qu'il entendait et rit de la situation. « Que voulez-vous dire, madame? Qui est votre fille? Est-ce une sorte de magicienne ou de miracle? Je n'ai même pas eu de relation avec elle. Comment puis-je être responsable d'enfants que je n'ai pas engendrés? C'est impossible, vous vous êtes trompé de maison. Si vous n'avez rien de valable à dire, veuillez quitter ma maison. » Nkechi était désemparée et lutta pour trouver les bons mots à dire. Elle savait la véritable histoire. Chiamaka avait utilisé un préservatif que Tunde avait laissé derrière lui pour tomber enceinte. Elle craignait que Tunde ne la frappe violemment ou qu'il ne l'arrête pour tromperie. Se sentant piégée et incertaine de la marche à suivre, Nkechi quitta rapidement la maison de Tunde. De retour chez elle, Nkechi parla de la conversation avec Tunde à Chiamaka. En écoutant attentivement, Chiamaka réfléchit profondément. Après avoir entendu les détails, elle décida qu'il était temps de confronter Tunde elle-même. Elle réalisa qu'expliquer directement la situation à Tunde pourrait être la meilleure façon de résoudre le problème et d'obtenir le soutien financier dont elle avait besoin. Avec un mélange de détermination et d'anxiété, elle décida qu'il était temps d'affronter Tunde. Chiamaka, le cœur battant, se rendit à la demeure de Tunde et demanda à le voir en privé. Tunde, curieux de ce que Chiamaka avait à dire, accepta de la rencontrer. Il la conduisit dans une salle tranquille et attendit qu'elle s'explique. Tentant de garder son calme,
Chiamaka révéla la vérité. Elle confessa qu'elle avait pris un de ses préservatifs usagés et l'avait utilisé pour tomber enceinte. Elle expliqua qu'elle était désespérée et qu'elle voyait cela comme sa seule chance de sécuriser un avenir meilleur pour elle et ses enfants. Tunde écouta, son expression passant de la surprise à la colère. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait et était furieux que Chiamaka ait manipulé sa situation pour le piéger. Ses émotions étaient un mélange de trahison et de rage. Tunde était clair. Il n'accepterait jamais les enfants comme si. Il informa Chiamaka qu'il entendrait bientôt parler à ses avocats. Il la prévint qu'elle pourrait finir en prison pour ce qu'elle avait fait. Il refusa de prendre ses responsabilités pour les enfants, voyant ses actions comme une manigance manipulatrice. La conversation se termina dans une atmosphère tendue, laissant l'avenir incertain pour Chiamaka. En quittant la maison de Tunde, Chiamaka ressentit une profonde incertitude. Lorsque la femme de Tunde, Ada, rentra chez elle après l'un de ses voyages fréquents, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Tunde était plus distant que d'habitude et elle remarqua une tension dans l'air qu'elle ne pouvait pas identifier. Ada, toujours vigilante et curieuse, décida de mener sa propre enquête. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'entende des rumeurs se répandre en ville. Des rumeurs disant que l'ancien employé de ménage de Tunde était enceinte. La nouvelle frappa Ada comme un coup de tonnerre. Comment Tunde pouvait-il faire une telle chose? C'était impensable. En colère, Ada entra précipitamment dans la maison de Tunde ce soir-là. Elle confronta Tunde, sa voix tremblant d'une combinaison de rage et de douleur. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. « Tu as vraiment fait tomber enceinte Chiamaka ?» Tunde resta sans voix, ne sachant quoi répondre. Après quelques instants de silence gêné, il expliqua ce que Chiamaka lui avait dit plus tôt. Ada devint furieuse et était déterminée à protéger son mariage. Elle décida de confronter Chiamaka directement, mais ne savait pas où elle vivait. Elle demanda l'adresse au gardien de sécurité qui travaillait dans leur demeure depuis des années. Après une certaine hésitation, il donna l'adresse de Chiamaka. Ada se rendit dans un petit immeuble d'appartements où Chiamaka vivait. Le quartier était délabré, loin de la vie luxueuse à laquelle Ada était habituée, ce qui la rendait encore plus déterminée à mettre fin à la situation. Lorsque Chiamaka ouvrit la porte, elle fut surprise de voir Ada devant elle. Ada ne perdit pas de temps et entra directement dans l'appartement. Sa voix était froide en parlant à Chiamaka, accusant cette dernière d'avoir un plan pour piéger Tunde et briser leur famille. Chiamaka tenta de rester calme et expliqua qu'elle voulait simplement que Tunde prenne ses responsabilités pour leurs enfants, sans l'impliquer davantage. Mais Ada était furieuse et répondit « Écoute-moi, Tunde ne sera jamais avec toi et tes enfants ne feront jamais partie de notre famille. » Elle ordonna à Chiamaka de rester loin de son mari et de sa famille, sous peine de le regretter. Ada quitta l'appartement, laissant Chiamaka tremblante, mais toujours déterminée à se battre pour l'avenir de ses enfants. La confrontation avait clairement établi que la bataille pour Tunde et les enfants était loin d'être terminée. Ada retourna chez elle, toujours en colère, et trouva Tunde assis dans le salon, son visage toujours marqué par le stress du récent procès. Tunde expliqua à Ada qu'il ne voulait pas causer plus de problèmes et qu'il pensait que la décision du tribunal était finale. Mais Ada était furieuse. Ada ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Comment as-tu pu donner cette somme d'argent à Chiamaka sans vérifier correctement? Je commence à suspecter que tu étais impliqué avec Chiamaka d'une manière ou d'une autre, » accusa Ada Tunde, les yeux remplis de colère. Tunde tenta de se défendre, expliquant qu'il ne voulait pas créer plus de conflits et qu'il pensait que payer rapidement était la meilleure façon de régler les choses. Mais Ada n'était pas convaincue. « Tu as fait un désastre. Tu aurais dû être plus prudent et faire tes propres investigations. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences de tes décisions. » répondit-elle avec amertume. Tunde savait que les choses s'étaient compliquées et que malgré ses intentions, la situation avait échappé à tout contrôle. Les problèmes entre lui et Ada étaient loin d'être résolus, et il ne pouvait qu'espérer qu'il trouverait un moyen de gérer les retombées de ses décisions. Pendant ce temps, le médecin qui avait aidé Chiamaka à tomber enceinte était de plus en plus frustré.
Sa situation financière était précaire, en raison de plusieurs mois de salaire impayé, le mettant dans une position difficile. Il avait autrefois vu Shyamaka comme une source facile d'argent, mais ses sentiments avaient changé. Il était maintenant en colère et désespéré d'argent. Un après-midi, il décida de confronter Shyamaka directement. Il se rendit à sa nouvelle et luxueuse maison, espérant obtenir au moins une partie de l'argent qu'elle lui devait. Lorsque Shyamaka ouvrit la porte, elle fut surprise de le voir. Elle l'invita à entrer, mais resta distante et froide. Le médecin ne perdit pas de temps. « Shyamaka, j'ai essayé de te joindre depuis un moment. Tu n'as pas tenu ta promesse. Je suis toujours en attente de ma part, et que tu continues à me voir comme nous l'avions convenu. » Shyamaka resta ferme et répondit « Je ne te donnerai rien. Tu as fait un marché basé sur des mensonges et j'ai déjà payé le prix. Maintenant, tu essaies de me faire du chantage. » Le visage du médecin devint rouge de colère. « Tu ne peux pas faire ça. Nous avions un accord. Si tu ne tiens pas ta promesse, je dévoilerai tout. Les gens découvriront les tests ADN falsifiés et les pots de vin. Nous serons tous les deux dans de sérieux ennuis. » Shyamaka ne recula pas. « Vas-y et essaie. Si tu causes des problèmes, je te dénoncerai aussi. Je révise comment tu as manipulé les résultats et impliqué des fonctionnaires corrompus. Ta licence sera révoquée et nous finirons tous les deux en prison. » Le médecin, réalisant qu'il était dans une situation difficile, tenta de négocier. « D'accord. Parlons-en, peut-être, que nous pouvons trouver un terrain d'entente. » Mais Shyamaka n'était pas ouverte à la négociation. « Il n'y a rien à discuter. Si tu veux rester hors d'ennui, tu me laisseras tranquille et tu garderas le silence. » N'ayant pas d'autre choix, le médecin accepta de partir. Il quitta la maison de Shyamaka, frustré et vaincu. Shyamaka ferma la porte derrière lui, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Elle savait qu'elle avait sécurisé son avenir et était prête à le défendre contre quiconque tenterait de l'arracher. Shyamaka, assise dans son appartement bien éclairé, lutta avec la réalité de sa situation. Elle était profondément inquiète des choix qu'elle devait faire, mais elle était également déterminée à assurer un avenir meilleur pour ses enfants. Le jour de l'audience au tribunal arriva, et la salle d'audience était remplie de tension. Tunde était présent, l'air anxieux, tandis que Shyamaka tenait fermement ses documents, le cœur battant. Le juge avait examiné les preuves, y compris les résultats d'ADN manipulés et les pots de vin arrangés par le médecin. Après ce qui sembla être une éternité, le juge entra dans la salle d'audience et prit place. La pièce tomba dans le silence, alors qu'il se préparait à annoncer sa décision. Le juge, avec une voix ferme et autoritaire, annonça que les résultats des tests ADN, soigneusement altérés, montraient que les jumeaux étaient effectivement les enfants de Tunde. Malgré la manière trompeuse dont Shyamaka avait obtenu les résultats, le juge n'avait pas d'autre choix que de les accepter comme preuve valide. Ensuite, le juge déclara « Tunde, vous êtes condamné à verser à Shyamaka 10 millions de naira chaque mois en pension alimentaire pour enfants. Ce montant est destiné à couvrir les besoins des enfants et à assurer leur avenir. » Tunde, les yeux écarquillés d'incrédulité, resta figé sur place. Il n'avait pas prévu une telle somme, si énorme, et la réalité de la situation le dépassait. La décision du juge était finale, et Tunde n'avait d'autre choix que de se conformer. Les résultats des tests ADN ne laissaient aucune place au doute ou à l'appel. Shyamaka, de son côté, ressentit un mélange de soulagement et de triomphe. La décision du tribunal signifiait qu'elle recevrait enfin le soutien financier nécessaire pour ses enfants. Elle savait que le parcours avait été difficile et rempli de compromis moraux, mais l'issue lui donnait de l'espoir pour un avenir meilleur. Une semaine après que Tunde eut versé les premiers 10 millions de naira à Shyamaka, sa vie changea radicalement. Elle avait déménagé dans une maison beaucoup plus grande et meilleure, symbolisant sa nouvelle richesse. L'appartement modeste dans lequel elle vivait auparavant semblait maintenant être un lointain souvenir. Cependant, tout n'était pas totalement paisible. Le médecin tentait désespérément de la joindre, sans succès. Finalement, il décida de la visiter en personne, arrivant chez elle avec une expression frustrée et impatiente. Lorsque Shyamaka ouvrit la porte, elle fut surprise de voir le médecin. Elle le laissa entrer, mais resta distante et froide.
Le médecin ne perdit pas de temps et déclara « Chiamaka, j'ai essayé de te joindre depuis longtemps. Je vois que tu es maintenant une grande dame, mais tu n'as pas tenu ta promesse. Je suis toujours en attente de ma part et de ce que tu continues à me voir comme nous l'avions convenu. » Chiamaka resta ferme et répondit « Je ne te donnerai rien. Tu as fait un marché basé sur des mensonges, et j'ai déjà payé le prix. Maintenant, tu essaies de me faire du chantage. » Le médecin, réalisant qu'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait facilement, réagit avec colère. « Si tu ne fais pas ce que je veux, je dévoilerai tout. Les gens découvriront les tests ADN falsifiés et les pots de vin, et nous serons tous les deux dans de graves ennuis. » Chiamaka ne se laissa pas intimider. « Va donc et essaie. Si tu causes des problèmes, je te dénoncerai aussi. Je révélerai comment tu as manipulé les résultats et impliqué des fonctionnaires corrompus. Ta licence sera révoquée et nous finirons tous les deux en prison. » Le médecin, voyant qu'il était dans une impasse, tenta de négocier. « D'accord, parlons-en, peut-être que nous pouvons trouver un terrain d'entente. » Mais Chiamaka n'était pas ouverte à la négociation. « Il n'y a rien à discuter. Si tu veux rester hors d'ennui, tu me laisseras tranquille et tu garderas le silence, » déclara Chiamaka fermement. Le médecin, réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, accepta de partir. Il quitta la maison de Chiamaka, frustré et vaincu. Chiamaka ferma la porte derrière lui, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Elle savait qu'elle avait sécurisé son avenir et était prête à le défendre contre quiconque tenterait de l'arracher. En regardant autour de sa nouvelle maison spacieuse, Chiamaka ressentit une combinaison de satisfaction et de prudence. Elle avait atteint ce qu'elle voulait, mais elle savait qu'elle devait rester vigilante pour protéger sa nouvelle vie et ses enfants à tout prix. De retour chez Tunde, Ada était furieuse. Elle entra précipitamment dans le salon où Tunde était assis, son visage encore marqué par le stress du procès récent. « Je n'arrive pas à croire que tu as simplement donné cette somme d'argent à Chiamaka sans poser de questions, » s'exclama Ada. « Comment as-tu pu être si négligent et insensé? Je pensais que tu étais plus éduqué et plus intelligent que ça. » Tunde leva les yeux, tentant de rester calme. « Ada, laisse-moi t'expliquer, je ne voulais pas causer plus de problèmes. Le tribunal a pris sa décision finale et j'ai pensé qu'il valait mieux régler cela rapidement et passer à autre chose. » Ada, cependant, était furieuse. « Tu n'as même pas pris la peine d'enquêter correctement. Maintenant, je commence à suspecter que tu étais impliqué avec Chiamaka d'une manière ou d'une autre. » Tunde tenta de se défendre. « Non, Ada, ce n'est pas comme ça. Je voulais simplement faire ce qui était juste pour les enfants. Je ne voulais pas aggraver la situation en étendant les choses. » Mais Ada n'était pas convaincue. « Tu as fait un désastre. Tu aurais dû être plus prudent et faire tes propres investigations. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences de tes décisions. » Tunde savait que les choses s'étaient compliquées et que malgré ses bonnes intentions, la situation avait échappé à tout contrôle. Les problèmes entre lui et Ada étaient loin d'être résolus, et il ne pouvait qu'espérer qu'il trouverait un moyen de gérer les retombées de ses décisions. Ada, de son côté, était déterminée à ne pas laisser les choses en suspens. Elle voulait comprendre exactement ce qui s'était passé et s'assurer que Tunde prenne ses responsabilités. Pendant ce temps, le médecin, de plus en plus frustré par le manque de coopération de Chiamaka, était déterminé à obtenir ce qu'il voulait. Sa situation financière était critique, et il voyait Chiamaka comme sa seule chance de sortir de cette impasse. Mais Chiamaka, déterminé à protéger sa famille et à ne pas se laisser intimider, restait ferme dans ses décisions. Chiamaka, consciente des menaces du médecin, décida de prendre des mesures drastiques pour protéger ses enfants et sa nouvelle vie. Elle savait que le médecin était dangereux et qu'il ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Avec une détermination inébranlable, elle élabora un plan pour le piéger et l'empêcher de nuire davantage. Un soir, Chiamaka contacta le médecin et lui demanda de la rencontrer dans un lieu isolé sous prétexte d'un rendez-vous secret. Le médecin, avide de l'argent qu'il avait promis, accepta sans hésitation. Lorsqu'il arriva au lieu de rendez-vous, Chiamaka l'attendait déjà. Sans avertissement, elle sortit une arme et tira, blessant gravement le médecin. Chiamaka s'enfuit rapidement, laissant le médecin grièvement blessé sur le sol.
Malgré sa tentative d'évasion, le médecin fut rapidement secouru par des passants et survécut à ses blessures. Pendant ce temps, Ada, inquiète par le comportement erratique de Tunde, apprit ce qui s'était passé avec le médecin. Elle contacta immédiatement la police, expliquant la situation et dénonçant Chiamaka pour l'attaque. La police lança une enquête rapide, traqua Chiamaka et l'arrêta pour l'agression. Pendant ce temps, les conséquences de leurs actions se faisaient sentir partout. Le juge qui avait accepté les pots de vin fut également démis de ses fonctions et arrêté pour corruption. 2 mois plus tard, la vie commença à se stabiliser pour tout le monde. Ada, profondément affectée par le chaos, découvrit qu'elle était enceinte. Elle et Tunde étaient ravis par la nouvelle et se concentrèrent sur la reconstruction de leur vie et de leur relation. Tunde avait appris une leçon difficile et était désormais pleinement engagé envers sa femme. Ils travaillèrent ensemble pour réparer leur mariage et planifier leur avenir. Leur vie reprit lentement son cours normal, les défis qu'ils avaient affrontés servant de rappel constant de l'importance de la confiance et de la loyauté. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de vous abonner.